Bien, bonsoir à tous. C'est à nouveau un grand plaisir que de vous accueillir ici dans l'auditorium de l'Institut français d'Égypte pour cette nouvelle séance du cycle Midan Mounira, dont, comme vous le savez, il faut rappeler qu'il est organisé par l'IFAO en partenariat avec l'IFE, l'IDEO, le CEDEJ, dont je salue ici les représentants. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc sur l'initiative de Chloé Ragazzoli, que je remercie à nouveau pour cela, un de ses lettrés, nous disions auparavant, et nous continuons d'ailleurs à le dire, un de ses savants, qui à partir d'un patient travail sur la documentation, au plus près de la documentation dont il est spécialiste, a développé en lien avec un ensemble de chercheurs, des réflexions majeures. Je crois qu'il n'est pas exagéré que de dire qu'elles sont majeures, sur un champ, donc le champ du savoir qu'il a profondément renouvelé. Bienvenue donc à Christian Jacob, et merci à vous d'avoir accepté de donner cette conférence. Conférence que nous étions nombreux, à l'IFAO tout particulièrement, à attendre. Christian Jacob est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, directeur d'études à l'EHESS et directeur de recherche au CNRS. Je disais quelques mots il y a quelques instants sur l'importance de ces travaux. À l'origine, Christian Jacob est spécialiste d'histoire ancienne et plus particulièrement du monde grec ancien. Il lui a consacré notamment sa thèse d'État, soutenue en 1990, et qui portait sur la description de la terre habitée du géographe contemporain de l'empereur Hadrien, Denis d'Alexandrie. Christian Jacob a ensuite progressivement élargi ses recherches à une histoire comparée des pratiques savantes, ce qui l'a notamment conduit, au mi-temps d'une production unanimement considérée comme étant d'une portée considérable, à diriger le livre laboratoire, le mot est de lui, la grande entreprise intellectuelle dont nous avons tous fait notre miel, Les lieux de savoir, cet ouvrage collectif qui a changé la façon dont les chercheurs envisagent l'anthropologie, la sociologie et l'histoire des savoirs. Je vous invite aussi, pour mieux appréhender encore le caractère novateur des recherches menées par Christian Jacob, à arpenter la plateforme numérique Savoir qu'il a créée en 2018 et développée avec différents collègues et qui est aisément accessible. Cette collection d'instruments de recherche au service de l'anthropologie et de l'histoire des savoirs, je cite ici la présentation qui en est faite sur la plateforme, est une bibliothèque numérique, mais pas seulement. Elle est aussi un véritable guide, un guide pour qui souhaite adopter des stratégies innovantes de lecture et de recherche. Mais avant tout, écoutons-le nous montrer en quoi les savoirs sont au cœur des sciences humaines. Je vous remercie beaucoup de l'honneur qui m'est fait en ayant la possibilité de vous présenter cette conférence. Je suis très heureux d'être ici à l'IFAO. Je pense que c'est ma deuxième ou troisième visite. C'est un lieu de savoir tout à fait remarquable et j'apprécie la chance d'être ici. Je voudrais peut-être en quelques mots revenir ou souligner effectivement le parcours qu'on a eu la gentillesse de présenter juste à l'instant, que le directeur des études a eu la gentillesse de présenter. Je viens effectivement d'un champ de savoir qui est à la fois technique et assez spécialisé et qui peut sembler
un petit peu rébarbatif, qui est l'histoire des représentations géographiques, des visions du monde. Donc j'ai commencé tout jeune à travailler là-dessus, à partir de quelques lectures, Strabon, Pausanias, Denis le Périégète, ce petit maître d'école qui a vécu à Alexandrie. Et finalement, j'ai commencé à m'interroger sur ce que c'était que ces savoirs qui font tenir des sociétés, qui sont diffusés, qui sont partagés, et qui ont ce pouvoir extraordinaire, à travers les mots et le dessin, de proposer une vision du monde qui fait sens, qui fait autorité pour les membres d'une société à une époque donnée. Alors je dis tout de suite que ces deux cartes sont des reconstitutions modernes. On a très très peu de documents antiques. Et malheureusement, les quelques documents que l'on peut avoir sont parfois suspectés d'être des faux. Mais je ne vais pas entrer dans ce débat aujourd'hui. Et effectivement, je suis arrivé ensuite très vite à Alexandrie. Je suis arrivé à Alexandrie parce qu'évidemment, c'est un petit peu le berceau de la géographie antique, avec des personnages comme Ératosthène, puis Ptolémée, Marin de Tyr, Hipparque, Strabon, enfin tous ces grands noms ont transité, sont passés ou ont utilisé les savoirs d'Alexandrie. Et donc, Alexandrie était pour moi l'un de ces lieux de savoir tout à fait extraordinaires qui m'ont fasciné, parce que, comment dire, c'est presque comme l'épicentre d'un gigantesque séisme qui aurait agi par vagues concentriques successives sur l'ensemble de la Méditerranée, vers l'Est, vers l'Orient, vers l'Occident, vers le Nord, vers le Sud, mais qui au fond a très peu laissé de traces matérielles. Cette bibliothèque, la bibliothèque du musée d'Alexandrie, on ne sait absolument pas à quoi elle ressemblait, il n'en reste rien. On peut avoir quelques idées à partir des autres bibliothèques du monde antique. Mais donc voilà, Alexandrie a été pour moi importante parce que c'est un lieu de savoir avec ce musée qui réunit des grammairiens, des historiens, des médecins, des poètes, des savants, des polymathes, des philologues. Et c'est aussi ce projet de la plus grande bibliothèque à l'époque, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui avait ce projet fou de réunir tous les livres de la terre. Et la tradition nous dit aussi bien les livres en grec que les livres dans les langues étrangères. Et de là, donc, j'en suis venu effectivement à ce projet des lieux de savoir. Donc vous voyez, c'est un peu un trajet qui m'emmène vers l'espace, si je puis dire, en m'interrogeant donc sur ce que sont ces connaissances, ces traditions, ces croyances, ces techniques qui sont partagées dans des sociétés, qui sont transmises, qui sont enseignées et qui déterminent les lieux de savoir. Donc ça a été une aventure collective, il y avait à peu près 50 auteurs par volume, et une aventure comparatiste, où finalement des spécialistes de l'Antiquité grecque, du monde égyptien, avec Chloé, je crois, de la Chine, du Japon, des sociétés africaines, des sciences et des techniques, réfléchissaient ensemble, ont réfléchi ensemble dans un livre qui n'a pas de prétention encyclopédique, mais qui voulait un petit peu remettre les choses à plat. Et on arrive effectivement à ce qui a été évoqué, cette plateforme savoir sur laquelle j'ouvre un petit peu cette conférence et sur laquelle je la refermerai, qui est donc un projet en devenir. Et je disais ce matin à la bibliothèque de l'IFAO que
Au fond, c'était un petit peu une utopie, quelque chose entre la bibliothèque d'Alexandrie, la bibliothèque de Babel et la bibliothèque d'Abbey Warburg. Excusez pour l'audace extraordinaire et téméraire de cette comparaison, et je vous expliquerai pourquoi. Donc, ce que je voudrais, dans cette conférence, partager avec vous, c'est quelques réflexions qui n'ont rien de très original, mais c'est un petit peu des réflexions de synthèse. C'est-à-dire, si on me demandait aujourd'hui de dire tout ce que je sais ou tout ce que je ne sais pas des savoirs, c'est sans doute ce que je pourrais dire le plus sincèrement possible. C'est-à-dire, je pars du principe qu'au-delà des partages disciplinaires entre anthropologie, sociologie, droit politique et les multiples branches de l'histoire, je pense que les sciences humaines partagent un objet central, un objet commun, qui est le large spectre des savoirs. Et au fond, c'est une conception très large des savoirs, c'est-à-dire je considère que ce qui fait lien dans une société humaine, du passé, du présent, d'ici, d'ailleurs, c'est l'acquisition, la pratique, la transmission, le partage, la formalisation des savoirs. Et donc ces savoirs irriguent la totalité des aspects de la vie humaine, depuis les savoir-faire du quotidien, la cuisine, la couture, depuis les interactions sociales, l'organisation de l'espace et du temps, la production des artefacts, jusqu'au maniement des symboles, des concepts, des idées, de la pensée abstraite. Et ces savoirs s'appuient sur l'intellect, sur le langage, mais aussi sur la main qui crée, la main qui manipule, la main qui agit. Ces savoirs s'appuient sur l'invisible de la pensée, comme sur ses objectivations dans des mots, des textes, des signes. Donc le premier point qui me semble important, effectivement, à partager avec vous, c'est que pour penser les savoirs, et je prends savoir au pluriel, il faut se déprendre de tout un ensemble de clivages ordinaires. Par exemple, entre les savoirs intellectuels et les savoirs pratiques, entre les savoirs experts ou les savoirs de la vulgarisation, entre les savoirs reconnus et les pseudo-savoirs, et bien sûr entre les savoirs qui relèvent des sciences dures et ceux qui relèvent des sciences molles, c'est-à-dire des sciences humaines, ou encore les savoirs qui relèvent des sociétés avec écriture et ceux qui relèvent des sociétés sans écriture. Et de même, il me semble nécessaire de déployer ce champ, ce domaine, en dépassant les divisions et subdivisions des disciplines, la constitution des disciplines s'inscrivant d'ailleurs elle-même dans une histoire. Mais au fond, j'ai adopté ce précepte de Michel de Certeau, que vous connaissez peut-être, un historien, un philosophe français, qui a joué un rôle très très important dans la vie intellectuelle du XXe siècle, et qui disait qu'un chercheur en sciences humaines, jeune ou senior, est un petit peu comme un braconnier et a le droit de sauter par-dessus toutes les clôtures qu'il rencontre. Et donc cette image du braconnier qui défie les gardes-chasse disciplinaires, les gardes-frontières, je l'ai faite un peu mienne, et je trouve que c'est une belle définition du travail intellectuel dans sa liberté et ses prises de risques. Donc je considère que les savoirs sont consubstantiels à l'humain, à toute culture et vie sociale. Ils sont présents évidemment dès les débuts de l'hominisation, dans la lointaine préhistoire, avec les gestes techniques, les pratiques de la chasse, de la survie, et on pourrait même dire que les savoirs sont présents dans la vie animale, mais je n'aborderai pas ce point ici.
La deuxième idée force que je voudrais partager avec vous, c'est que les savoirs ne sont donc pas des choses purement idéales et intellectuelles. Il y a des savoirs corporels, des savoirs pratiques, des savoirs techniques, des savoirs artisanaux, professionnels. Mais je pense même qu'il faut aller au-delà du partage entre savoir et savoir-faire. C'est-à-dire que même dans les savoirs les plus pratiques, les savoirs techniques, matériels, où on ne verrait que de la dextérité, de la force physique, il y a évidemment de l'intelligence et de la pensée. Il y a l'intelligence de la main qui guide les gestes, les oriente vers la création, vers l'action efficace, la compréhension des procédures. Et on peut penser évidemment aux métiers d'art, aux savoirs techniques, à la danse, au sport, aux arts de la performance. Inversement, dans les savoirs apparemment les plus abstraits, les plus conceptuels, les idées ne naissent pas par génération spontanée, mais résultent de tout un ensemble d'opérations mentales et intellectuelles, la réflexion, le calcul, la mémorisation, le raisonnement, la théorisation. Et ces opérations impliquent, elles aussi, le maniement d'objets, de supports, de signes, notamment à travers l'objectivation sous forme de texte ou de dessin. Donc il y a des pratiques et des opérations partout, dans les savoirs manuels comme dans les savoirs abstraits. Et les uns et les autres reposent sur des savoir-faire qui décomposent en une série de postures corporelles, de gestes de la main, de manipulation d'outils, de supports matériels, de maniement de techniques intellectuelles et discursives. Troisième idée, les savoirs pratiques comme intellectuels sont instrumentés. Cela va du mobilier aux supports et instruments de l'écriture, des outils aux machines, et ces derniers d'ailleurs, les outils et les machines, peuvent être matériels ou immatériels. Le syllogisme, par exemple, est un outil de pensée qui peut être purement mental ou qui peut être matérialisé sous la forme d'un tracé de schéma ou d'équations. Ces outils, ces instruments, ces machines, matériels, graphiques ou intellectuels, reposent sur des savoir-faire particuliers, des techniques de la main, du corps, de l'esprit, qui mobilisent les gestes, la perception sensorielle, la mémoire, l'attention. Et on pourrait évoquer, par exemple, la complexité de ces gestes si ordinaires aujourd'hui pour nous, comme l'écriture. Écrire à la main sur un carnet, saisir un texte sur un clavier d'ordinateur, lire un livre imprimé, lire un livre sur écran, et je ne parle pas de la lecture des codices manuscrits ou des rouleaux de papyrus de la plus haute antiquité. Les savoir-faire et leurs instruments, et ça serait ma quatrième idée, font l'objet d'apprentissage, de codification et donc de normes qui délimitent différentes communautés dans une société donnée et peuvent donner lieu à des traditions traversant l'espace et parfois le temps. C'est-à-dire que je ne veux pas nier la part des appropriations singulières, individuelles, des usages hétérogènes des outils et des techniques, des usages déviants, du style personnel dans la pratique des savoirs, mais je veux reconnaître que les savoirs et les savoir-faire sont acquis dans un processus multidimensionnel de socialisation, à différents moments de la vie, en différents lieux. La famille, bien sûr, tout d'abord, avec l'inculcation des savoirs premiers, parmi lesquels figure le langage, mais aussi les cercles de sociabilité successifs aux différents âges de la vie. Les camarades d'école, les collègues de travail, les amis, et bien sûr les lieux et les temps spécifiques des apprentissages, l'école, l'université, l'atelier, l'usine, le milieu professionnel.
Permettez-moi de m'arrêter un bref instant sur l'école. Elle est le lieu des apprentissages multiples qui disciplinent le corps, qui contraignent les postures et la voix, qui déploient un cadre de sociabilité régulé dans une petite communauté qui est soumise à des règles et à une discipline. On y acquiert des savoirs, mais surtout des savoir-faire. Et je voudrais simplement, au fond, vous inviter à réfléchir sur ce qu'on apprend dans les écoles d'aujourd'hui, celles d'hier, celles de la Grèce antique, celles d'Alexandrie. On apprend à lire, mais cette technique permet finalement, à partir des exercices premiers, d'apprendre à lire tous les textes qui vous passeront sous les yeux. On apprend à écrire. On apprend à écrire les phrases des exercices, à conjuguer des verbes, mais de là, on se met en mesure de maîtriser un savoir-faire qui vous permettra par la suite d'écrire toutes les phrases et tous les énoncés possibles, ou en tout cas pensables, à un moment et dans une langue donnée. On apprend à l'étape de multiplication, de division, on fait des exercices. Et au-delà de l'apprentissage par cœur, cela met en marche une technique intellectuelle qui permettra de faire tous les calculs. On apprend aussi les multiples modalités du langage, l'interrogation, l'exclamation, l'ordre, la politesse, le raisonnement, la récitation, qui se prêteront à de multiples occasions. À l'école, on entraîne aussi sa mémoire avec l'apprentissage par cœur, à la lettre, de textes qui portent avec eux des valeurs esthétiques ou morales. On apprend aussi à organiser le temps, à structurer le temps sur la longue durée, dans la succession des siècles, des généalogies, le découpage des périodes, et ce qui permettra, à partir de ce schéma, d'y insérer tous les événements du passé vécu ou du passé partagé. De même pour la géographie, on apprend des cadres, on apprend une organisation générale de l'espace, on construit son rapport à l'espace qui permettra ensuite de disposer dans une carte mentale ou matérialisée l'ensemble des peuples et des pays et de comprendre le langage des géographes. Quant au collège, au lycée, à l'université, on apprend évidemment des techniques plus complexes, des techniques intellectuelles plus complexes, l'art de la dissertation et du débat, l'enrichissement du vocabulaire avec les lexiques de l'abstraction philosophique ou des sciences, les techniques d'acquisition et de mémorisation de nouvelles connaissances, les techniques particulières de l'interprétation des textes, de la traduction, de l'observation, de l'expérience scientifique. Tous ces savoir-faire donc sont acquis au fil d'exercices, d'essais, d'erreurs, de réussites, de corrections. Ils obéissent à des normes qui peuvent être codifiées dans des manuels et des exemples, et bien sûr sanctionnés par les examens et les concours. Il en va de même, bien entendu, pour les savoirs pratiques et corporels qui font eux aussi l'objet d'apprentissage, depuis le maniement des outils et des instruments, jusqu'à la maîtrise des gestes. Un athlète, au terme de son entraînement, pourra courir sur toutes les pistes de course, nager dans toutes les piscines, lancer des javelots dans tous les terrains. Un danseur pourra s'approprier toutes les chorégraphies, toutes les figures, toutes les scènes. Un violoniste pourra jouer Bach ou Bartók, Mozart ou Stéphane Grappelli. Un ébéniste pourra construire tous les meubles. Un restaurateur d'art réparer tous les tableaux. Les savoirs donc jouent un rôle essentiel dans les sociétés humaines. Ils en constituent un élément de cohésion, mais aussi de différenciation. Ils jouent un rôle central dans le fonctionnement social. Les savoirs sont des objets qui circulent, qui s'échangent, qui se donnent, qui se vendent, qui se refusent parfois, qui s'accumulent aussi. Les savoirs font lien, bien évidemment. Dans un milieu social, une famille, une corporation professionnelle ou savante, le milieu des égyptologues ou des hellénistes,
les savoirs déploient un horizon de croyances, de certitudes, de références partagées. Et le langage, d'ailleurs, joue un rôle essentiel en tant que vecteur d'un lexique, d'un découpage du monde et d'une syntaxe qui est porteuse de tout un rapport à la temporalité, à la causalité et à la logique. Mais il faut nuancer. Une société ne se définit pas par un ensemble uniforme et homogène de savoirs, mais plutôt par des emboîtements de savoirs qui vont des plus généraux aux plus spécialisés. Et une société, nous le savons, se compose de multiples communautés, de multiples groupes qui se définissent par le genre, l'âge, les intérêts partagés, les occupations professionnelles, les loisirs, les marqueurs sociaux. Donc un même individu peut appartenir à différents groupes et communautés de savoir selon les circonstances. Par exemple, il peut faire partie d'une association sportive, aller à la mosquée, appartenir à une communauté de foi, aller à l'université, suivre des cours de physique, appartenir à un réseau social où l'on partage des goûts musicaux, être sur Facebook ou Instagram, etc. Donc en passant d'un groupe à l'autre, d'une activité à l'autre, on passe d'un ensemble de savoirs aux autres en changeant de logique, de référentiel, de mémoire. Et j'aimerais dire que l'histoire des savoirs doit d'une certaine façon étudier ces changements de logiciel aux différents moments d'une même journée ou d'une trajectoire de vie. Et là, je renvoie au beau livre de Paul Venn, « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?», qui explique très très bien comment des gens parfaitement rationnels, qui ont inventé la philosophie et un certain nombre de sciences, ont pu croire à des histoires de loups-garous ou de dieux qui se lancent des montagnes les uns contre les autres. Donc les savoirs définissent des mondes sociaux à l'intérieur d'une même société, et ces mondes sociaux peuvent être distincts et imperméables, ou au contraire se recouper et communiquer. Ils peuvent être ouverts et extensifs, ou au contraire fermés et limités. Ils peuvent être complètement informels ou être régis par des rituels d'entrée, comme les examens, les concours, les initiations. Les savoirs définissent donc dans une société un archipel de groupes et de communautés qui peuvent être totalement distincts et imperméables ou communiquer entre eux. On peut en dresser la cartographie dans l'horizontalité en regardant à un moment donné quels sont les savoirs qui coexistent dans une société, dans un lieu, mais ils se répartissent aussi dans la verticalité des savoirs largement partagés aux savoirs les plus spécialisés et les plus experts. Et l'anthropologie des savoirs s'intéresse effectivement aux deux dimensions, aux savoirs évidemment les plus spécialisés et experts, ceux qui font partie de l'histoire des sciences et des idées et de la littérature, mais aussi aux savoirs largement partagés, ceux de la vulgarisation et des auteurs anonymes, ceux du grand public, des amateurs, des passionnés, des autodidactes et des passeurs divers qu'il y a dans une société. Je pourrais, par exemple, citer l'exemple de l'astronomie. Il y a aujourd'hui, comme vous savez, des courants extrêmement spécialisés, extrêmement techniques, avec des chercheurs qui forment une toute petite communauté, qui sont parfois que quelques-uns à pouvoir se lire et se comprendre. Mais il y a aussi des livres de vulgarisation, des clubs de passionnés, du matériel d'observation accessible à des particuliers, des réseaux sociaux, des planétariums, des conférences, des sites de discussion sur Internet. Et au XIXe siècle, en Europe, il y a même eu des associations ouvrières d'astronomie qui promouvaient finalement une sorte d'émancipation de la classe ouvrière et une sorte de prise de position politique en s'appropriant les savoirs des grands savants. Je voudrais aussi souligner que les savoirs dans une société donnent lieu à une véritable économie. Les savoirs ont de la valeur. Ils donnent lieu à des échanges, mais aussi à une commercialisation, à des transactions.
la ramification des savoirs dès l'âge du bronze a été associée à la spécialisation des stateurs entre agriculteurs, prêtres, guérisseurs, commerçants, éleveurs et techniciens de l'écriture. Elle a été associée aussi à des règles permettant la circulation et les échanges de ces compétences. Aujourd'hui encore, on fait appel aux médecins, à l'architecte, à l'artisan, que nous rémunérons pour des services rendus. En tant qu'investis, donc d'une valeur, les savoirs sont soumis à l'offre, à la loi de l'offre et de la demande. La valeur d'un savoir peut augmenter en fonction de sa rareté, de son degré de complexité et de spécialisation. Et cela peut entraîner des effets de rétention, de raréfaction. Je me suis toujours demandé, c'est une question au fond naïve, le savoir que l'on donne, que l'on transmet, que l'on partage, que l'on prend le risque de donner à l'autre, est-ce qu'il garde sa valeur ou est-ce qu'il la perd? Et là, il y a un passage d'un dialogue de Platon, le banquet, qui est extrêmement intéressant, où un Athénien dit à Socrate « Viens t'asseoir à côté de moi, parce que tu sais tellement de choses. Et en étant à côté de toi, ton savoir va passer de toi à moi, de même qu'un brin de laine entre une coupe pleine et une coupe vide fera passer l'eau de l'une à l'autre. » Et cette image m'a beaucoup frappé, parce qu'évidemment, si Socrate donne son savoir à son voisin, est-ce qu'il se retrouve comme une coupe vide, ou est-ce que ce savoir peut à nouveau être donné? Est-ce qu'il le possède toujours? Est-ce qu'il peut le donner à d'autres? Donc ce passage du banquet de Platon a été rarement commenté par les historiens qui y voient simplement une plaisanterie. Et moi, j'y vois une raison de réfléchir sur l'économie des savoirs. Donc cette dimension économique permet évidemment de dérouler un fil passionnant dans l'histoire des savoirs. Il s'agit bien sûr du patronage, du mécénat, de la professionnalisation et de l'institutionnalisation des institutions de recherche, privées ou publiques, de la régulation des prix des services, de la fondation et de l'ouverture des grandes bibliothèques et des institutions et des laboratoires comme l'IFAO. La pratique des savoirs, comme nous le savons tous, a un coût. Et que dire aujourd'hui de ce qui se joue autour des revues scientifiques qui sont captées, comme vous le savez, très souvent par de grands trusts commerciaux à but lucratif et commercial qui imposent des tarifs prohibitifs aux bibliothèques universitaires et parfois même aux chercheurs. Mais l'économie des savoirs prend aussi une autre forme sur laquelle je voudrais dire un mot. Les savoirs sous forme d'idées, de théories, de découvertes, de résultats, de textes ou de livres sont pris d'une certaine façon dans une logique de l'accumulation et de la capitalisation, ou plutôt certaines cultures savantes privilégient ce modèle de l'accumulation, par exemple dans les bibliothèques, dans les musées, tandis que d'autres, au contraire, vont prôner le dépouillement et la sélectivité, voire considérer qu'un tout petit nombre de livres, voire un seul livre, par exemple un texte canonique, un livre révélé, qui contiendrait tous les savoirs essentiels, peut remplacer tous les autres. Tel a été le statut dans l'Antiquité grecque d'Homère, en Inde des Védas, en Chine des classiques de Confucius, de la Bible, de la Torah et du Coran. Cette économie donc des savoirs qui régule soit l'expansion, soit la condensation, soit le rêve encyclopédique d'accumulation indéfinie, soit une sorte de focalisation sur l'essentiel, cette économie des savoirs permet aussi leur reconfiguration par agrégation, par raffinage, par synthèse, par organisation en discipline et en sous-discipline, par l'oubli qui est nécessaire aussi, évidemment, pour libérer la mémoire, par la synthèse, l'axiomatisation. Et je dirais que les savoirs s'appuient toujours sur une stratigraphie profonde, un empilement de couches
mais seul le niveau de surface, le niveau actuel, celui auquel nous avons accès, et les premiers niveaux sous la surface sont véritablement pratiqués et actualisés. Et la descente dans les profondeurs de la stratigraphie d'un savoir particulier, qu'il s'agisse de la philosophie, des mathématiques, de la physique, de la biologie, est réservée bien sûr aux historiens des savoirs et des sciences ou à des chercheurs soucieux de mener à bien des vérifications sur les sources et les procédures. Pour le dire d'un mot, on peut évoquer le règne de Ramsès II ou de Toutankhamon aujourd'hui, sans avoir à redéployer la totalité vertigineuse des sources, des travaux de la tradition égyptologique d'hier et d'aujourd'hui, qui nous permettent, en étant là dans la profondeur, de résumer ces règnes, ces biographies, ces moments de l'histoire égyptienne en quelques énoncés, en quelques certitudes. On peut aussi faire des mathématiques aujourd'hui sans avoir à refaire tout le cheminement heuristique qui a permis de démontrer des théorèmes, de résoudre des équations, d'identifier des lois, de fonder des langages spécifiques, etc. J'ai mentionné l'école, l'université, les ateliers, les scènes de spectacle parmi les lieux d'apprentissage. Cela me permet de souligner un point essentiel. Les savoirs se matérialisent toujours dans des lieux de savoir. Ces lieux de savoir sont multiples et se déploient à de multiples échelles. Il y a évidemment les lieux architecturaux, les bibliothèques, les écoles, les laboratoires, les académies, les instituts. Et à l'intérieur de chacun d'eux, il y a les salles, les lieux, comme cet amphithéâtre, les salles de travail, les salles de conservation, et même les meubles à l'intérieur de ces salles de conservation, les meubles, les tables, les étagères, les armoires, etc. Si l'on change d'échelle, ces bâtiments s'inscrivent dans des quartiers particuliers de villes qui peuvent elles-mêmes constituer des lieux de savoir dans leur totalité. Athènes, Rome, Alexandrie, Memphis, Bagdad, Le Caire, Paris, Berlin, Londres sont des lieux de savoir, des villes de savoir, réunissant de multiples institutions et ressources. Et ces pôles, hier et aujourd'hui, ont attiré les savants, les livres, les étudiants, les collections d'art et de sciences, les livres, et les collections de sciences naturelles, mais ont aussi un rôle centrifuge. Ils irradient sur une région, voire sur des pays et des continents, et que l'on pense précisément au rôle d'Alexandrie, qui a déterminé très largement la culture savante de la Méditerranée gréco-romaine. Donc les lieux de savoir peuvent également être étudiés en changeant d'échelle, explorés en changement d'échelle, en changeant les échelles. De la bibliothèque, on passe au livre, du livre à la page de titre, à la page de texte, aux notes de bas de page, aux notes marginales, aux schémas, aux index. Du laboratoire, on passe à la table d'expérimentation, au microscope, aux échantillons, aux carnets de notes, aux ordinateurs. Donc les savoirs sont toujours inscrits dans des lieux. Et comme on sait, pendant une grande partie de la tradition européenne, même la mémoire et la pensée humaine ont été structurées par des systèmes de lieux mentaux, comme les lieux de mémoire, où l'on stockait les énoncés et les matériaux que l'on voulait conserver. Je terminerai en évoquant les savoirs comme connecteurs. Les savoirs, en effet, permettent, si on y réfléchit bien, de multiples déplacements dans une pluralité de dimensions. Alors ce que je vais dire peut sembler complètement abstrait, au contraire d'une immense naïveté, mais si on réfléchit bien, l'historien, comme ceux qui lisent des travaux historiques, peuvent accéder au passé proche ou lointain, ou même très lointain, s'immerger dans l'exploration et la compréhension d'événements, de sociétés, voire de personnages individuels qui ne sont plus.
De même, la géographie permet, depuis un cabinet, depuis un bureau, depuis un ordinateur, depuis un atlas, la géographie permet d'accéder à des régions extrêmement lointaines, des îles perdues, les pôles, les antipodes. Les savoirs permettent d'accéder à l'infiniment petit, le monde de la biologie ou de la physique atomique, comme à l'infiniment grand, celui de l'astronomie, de la cosmologie. Les savoirs donnent accès aussi à ce qui est caché au regard empirique, par exemple l'intérieur du corps ou le sous-sol de la Terre, mais aussi à des niveaux de réalité différents, qu'il s'agisse de la métaphysique, de l'eschatologie, de la spiritualité. Les savoirs portent aussi sur des idées et des concepts, sur des abstractions, qu'il s'agisse de philosophie, de mathématiques, de physique théorique ou de logique. Et enfin, les savoirs portent aussi sur eux-mêmes, bien sûr, dans une boucle réflexive, qu'il s'agisse d'en comprendre la nature ou d'en valider les contenus. Alors je dirais que les savoirs créent aussi un réseau de connexions allant au-delà des interactions de la vie quotidienne, allant au-delà des réseaux proches. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand nous ouvrons un texte d'Aristote, de Platon, d'Al-Jahiz, d'Avicenne, d'Ibn Khaldoun? À qui, à quoi sommes-nous connectés? Qu'est-ce qui passe de l'un à l'autre? Ces questions peuvent sembler naïves, mais de toute évidence, les savoirs créent de très étranges connexions entre les vivants et les morts, à travers l'espace et le temps, à travers les langues aussi. Il y a des savoirs et des sagesses qui se transmettent dans l'oralité, qui permettent de créer des continuités avec des sources très anciennes. En quoi Platon, Aristote, Ibn Khaldoun peuvent-ils participer d'une production et d'une pratique des savoirs et de la pensée aujourd'hui à travers leurs textes? Et que reste-t-il de leur savoir, de leur pensée, après avoir été soumis à l'épreuve de la traduction, des rééditions, des réinterprétations? On pourrait d'ailleurs aussi s'interroger sur ce que les lecteurs d'aujourd'hui ou d'hier, les lecteurs de la tradition, au fil des éditions et des commentaires, font au texte et à la pensée de ces auteurs lointains, Platon, Aristote, Avicenne, comme Nietzsche ou Michel Foucault, sont comme des socles géologiques sur lesquels se sont ajoutés au fil du temps des strates d'interprétation, de digression, de contresens créatifs, de reformulation. Mais au fond, ce qui concerne les savoirs assignables à une source et à une origine identifiée, à un nom propre, à un nom d'auteur ou de transmetteur, qu'il s'agisse de Confucius, Homère ou d'autres, d'étranges lignes de continuité traversent l'espace, les langues, les sociétés, le temps. Les savoirs permettent une forme de dialogue avec les morts, les absents. Ils les font revenir à la vie, leur redonnent une voix et ravivent leurs pensées. Les traditions savantes font parler les morts. Pour conclure, je voudrais vous partager avec vous ma conviction humaniste profonde et peut-être la raison pour laquelle je m'intéresse tellement au savoir et pour laquelle l'histoire et l'anthropologie des savoirs sont tellement importantes aujourd'hui. Notre monde, le monde où nous vivons, est à feu et à sang. Les intolérances, les guerres, les conflits nous montent les uns contre les autres. Le fossé d'incompréhension s'élargit entre le nord et le sud, entre pays riches et pays en voie de développement, entre culture première et culture de la post-modernité, entre religions du livre. Mon approche des savoirs repose sur le comparatisme et la longue durée. Il repose sur des fils de transmission et de traduction qui ont conduit d'Athènes vers Rome, d'Alexandrie vers Bagdad, Damas et le Caire, puis vers Byzance, Venise, Florence et les centres de culture de l'Europe moderne et renaissante. Mon approche des savoirs repose aussi sur l'intérêt heuristique, sur l'enrichissement personnel, spirituel qu'il y a pour un chercheur occidental à faire le détour par l'ailleurs
et par les autres. Bien qu'étant avant tout un helléniste au départ, j'ai fait le voyage du Moyen-Orient et du Maghreb, en m'intéressant au Coran, aux hadiths, en m'intéressant aux madrassas et aux mosquées, en lisant Al-Jahiz, Ibn Khaldoun, les poètes de Ghazal et les mystiques soufis. De même, j'ai fait le voyage de la Chine et du Japon, lisant les classiques de Confucius et leurs commentaires, les koans zen, les poètes lettrés et les historiographes impériaux. Et aujourd'hui, je voyage vers le Tibet, au Népal et au Bhoutan, sur les traces d'Alexandra Davinel et de Mathieu Ricard, qui m'introduisent dans la richesse infinie du bouddhisme, de ses sagesses, de sa bibliothèque. Il ne peut y avoir aujourd'hui d'humanisme sans ce détour par la culture, par les traditions, par les sagesses des autres, sans la musique de ces noms de sages, de savants, de lettrés, d'érudits, de voyageurs de l'esprit qui ont jalonné l'histoire des grandes civilisations de notre planète. C'est une école de tolérance, une ouverture intellectuelle à des altérités multiples qui nous permet finalement de revenir sur nous-mêmes pour prendre conscience des terrains communs où plongent nos racines. Et se parler, se lire, se découvrir, prendre le risque du dialogue et de l'exploration des autres, affronter le dépaysement et les décentrements quand on est un historien, un anthropologue, un sociologue, un philosophe, ce sont les premières étapes vers une éthique de la tolérance, du respect, de l'ouverture aux autres, sans lesquels il n'est pas de monde partagé. Et je voudrais, en guise de conclusion, vous présenter quelques diapositives, très peu, de cette plateforme que nous avons créée, qui essaye de donner une matérialité à ce rêve humaniste et à ce projet intellectuel de circulation et de comparatisme. Donc vous avez l'adresse de la plateforme savoir.oumanoum.fr. Elle est en libre accès, tous les textes sont gratuits et sont disponibles au téléchargement. Et on a voulu recréer finalement un lieu numérique analogue à la bibliothèque d'Abbey Warburg, qui était fondée sur l'idée que finalement on pouvait imaginer une bibliothèque où les livres ne seraient pas classés par côte et par format. Votre bibliothécaire ce matin m'a fait visiter la bibliothèque de l'IFAO, qui est absolument admirable, mais qui est effectivement régie par une organisation qui vous permet à toutes et à tous de vous y retrouver et de retrouver les livres dont vous avez besoin. Abbey Warburg rêvait d'une autre bibliothèque où, en allant chercher un livre, le regard était attiré par le livre à côté, puis par celui à côté, et vous disiez, mais dans le fond, je ne suis pas venu pour chercher ces livres-là, mais ils sont parfaitement pertinents pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait un projet intellectuel qui rangeait les livres par proximité d'idées et par rapport de présuppositions historiques, symboliques ou autres, et qui fait que cette bibliothèque était une bibliothèque intelligente au sens propre, et ça fait beaucoup rire mes amis bibliothécaires qui disent « Ah, enfin, une bibliothèque intelligente, ça fait longtemps qu'on en cherchait ». Mais je veux dire une bibliothèque où le lecteur était invité à des parcours créatifs. Donc cette bibliothèque savoir traverse les disciplines, toutes les disciplines des sciences humaines et de l'histoire des sciences, et je vous présente très rapidement ce qu'on voit quand on accède à cette bibliothèque. Donc vous avez un petit message de bienvenue et vous arrivez dans un espace de lecture où d'emblée il y a un texte qui vous est proposé. C'est-à-dire, on ne vous demande pas votre avis, il y a un premier texte qui est proposé et vous voyez qu'il y a 3 colonnes. La colonne de gauche est comme un tableau de bord qui va vous permettre de sélectionner des lieux, des dates, des concepts, qui sont inscrits dans un thésaurus organisé. La colonne centrale est le texte d'un article en libre accès présentant tous les traits habituels de l'édition numérique avec des notes, des résumés, des illustrations. Et la colonne de droite est un ensemble de suggestions selon les lieux, les dates, les concepts
que vous aurez présélectionnés dans la colonne de gauche. C'est un dispositif qui vous dit, vous êtes intéressé par ce texte, mais ce texte-là appelle tout un ensemble d'autres textes que vous auriez intérêt à parcourir et à visiter. Donc on a actuellement un peu moins de 300 textes dans cette bibliothèque. Il y a notamment les volumes des lieux de savoir que je vous ai présentés dans les premières diapositives. La totalité des textes y sont. Ils sont organisés donc, par collection, et on peut cliquer sur les noms d'auteurs, sur les titres. Et il y a donc différentes possibilités de recherche, c'est-à-dire vous pouvez partir des lieux géographiques, sélectionner des lieux et descendre dans l'arborescence de l'espace pour voir tous les textes qui se rattachent à des lieux particuliers. Il y en a beaucoup sur Alexandrie, ne me demandez pas pourquoi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et vous pouvez aussi voyager à partir des concepts du texte, des concepts liés à un texte particulier, donc sélectionner tout autre concept qui vous amènera vers d'autres suggestions de lecture sur la colonne de droite. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter en conclusion de ma conférence, pour vous dire qu'il n'est pas d'histoire ni d'anthropologie des savoirs sans une part de rêve et d'utopie, mais aussi sans une très forte exigence humaniste, de partage et de circulation. Voilà, je vous remercie.